Ok, c'est bon là, il me semble. Ouais, bon, ça suffira. Ouais, je peux vite écouter un coup sur mon iPad, voir ce que ça donne. Oui, sur mon iPad, j'essayerai d'entendre. Je pense qu'on a ça part sur notre rapprocher. On peut se rapprocher un peu de toi. Merci beaucoup. C'est la hype de smart contract qui est descendue un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? On cherche toi là? On redonne de l'espace au canapé. Exact. Vous appelle? Il envoie des SMS sur un... Il fume, en fait. Ça lui arrive. Yo, on va commencer. Ok. Voilà. On peut commencer. Voilà. Bon, qui a déjà écrit des smart contracts? Vous savez ce que c'est? Ouais, c'est bien ça. Parfait. Moi bien Simon? J'attendais si on ne devait pas couper les serveurs. Ça, on peut pas. Du coup, je vais vous parler un peu des smart contracts, mais surtout quels sont les concepts derrière les smart contracts, plus que le code même, puisqu'il est moyennement intéressant. Pas forcément le meilleur code, Solidity, le meilleur langage de programmation. Du coup, je vais commencer. Il faut d'abord présenter ce que c'est la blockchain. Donc, j'ai demandé à Google, et Google, c'est quoi la blockchain? Qui m'a dit, ah, c'est blockchain. Du coup, j'ai vu, ah, translate from German. Ok. Et là, on a la traduction, chaîne de blocs. Du coup, j'ai compris tout de suite ce que c'était la blockchain. C'est une chaîne de blocs en allemand. Parce qu'en anglais, ça marche pas. Alors, les basics de la blockchain, c'est d'abord la transaction. C'est un peu l'unité de base. C'est-à-dire quelqu'un qui va envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc l'argent, en l'occurrence, j'ai parlé de la blockchain Ethereum, ça va être des affaires. Et cette transaction, en fait, c'est avec ça qu'on va jouer. C'est pour envoyer de l'argent, aussi pour envoyer des données sur la blockchain, c'est-à-dire j'ai ces données-là qui ont pu les conserver ensuite sur la blockchain. Et aussi, on va voir pour créer des smart contracts, en fait, on fait une transaction de création de smart contracts. Et après, on a le bloc qui est un groupe de transactions qui va être commit sur ce qu'on appelle la blockchain, qui est une chaîne de ces blocs. Et en fait, tout ça, ça va créer une suite de blocs, de transactions, qui va représenter le temps qui passe. Donc un bloc, ça va être une unité de temps qui passe. Il va être distribué à tout le network. Et le network va dire, à ce point-là, toutes les transactions passées, elles ont été commit, du coup on les connaît. Et pour aller dans le futur, il faut faire un nouveau bloc qui va référer vers les blocs anciens et continuer comme ça. Le but de la blockchain, c'est d'avoir un système décentralisé, c'est-à-dire plusieurs mineurs qui vont chercher des blocs. Et le but, ça va être de mettre un seul bloc après l'autre, pas en avoir deux en parallèle, ou trois, ou bien des suites différentes. Ça, c'est le consensus de Nakamoto qui va décider d'une seule ligne temporelle qui va être la seule et unique point de référence. Et les mineurs, ça va être justement ces ordinateurs qui vont chercher ces blocs et ensuite en trouver un et ils vont recevoir de l'argent pour ça.
pour les mineurs, plus de power, de computing power pour chercher ces blocs, ça va aussi vouloir dire plus de chances d'avoir la reward qui est associée au bloc. Alors ça, c'est un truc que j'ai copié vite fait d'internet pour expliquer comment ça va marcher pour interagir avec la blockchain. Donc on crée une transaction, ensuite elle est dans un pool de transactions qui n'ont pas encore été committées dans un bloc. Donc on se retrouve juste avant ces parties-là. Ensuite, un bloc est miné par un des mineurs. Il va dire oh, j'ai gagné ce bloc, il va le propager à tout le monde. Les autres vont dire ok, c'est bon. Et là, du coup, on a ce nouveau bloc qui a été ajouté à la blockchain et on a le nouvel état. Et à partir de là, on peut lire tout ce qui s'est passé avant. Donc, ouais, je parlais de la blockchain Ethereum, parce que j'ai travaillé dessus l'été passé. Du coup, ça fait à peu près 9 mois que j'ai travaillé dessus. Il y a pas mal de trucs qui ont changé. J'avais essayé, il y a 2-3 mois, de relancer un exemple que j'avais fait il y a 6 mois, du coup, et plus rien ne marchait. Parce que tous les tools avaient changé, les API étaient plus pareils. Du coup, ça change très vite, et c'est un peu le bordel pour cette partie-là. Du coup, Ethereum, je vais parler d'Ethereum comme étant toute cette blockchain en fait pour Ethereum. Les Ethers ou ETH, c'est la monnaie principale sur cette blockchain. Et les smart contracts, c'est du coup du code qui vit sur la blockchain, qu'on peut appeler une transaction. Alors j'ai fait comme exemple un truc où on pourrait utiliser la blockchain. Et la première situation, c'est je veux payer à FixMe du coup, ma membership. Et du coup, première étape, le trésorier de FixMe me dit que je suis en retard pour mon paiement. Il m'envoie un mail pour me dire qu'il faut payer maintenant. Je crée une transaction qui va dire ok, j'envoie un Ether à la compte de FixMe. Et ensuite, le trésorier va voir la transaction et dire ok, il est vraiment à payer, il y a deux nouveaux membres. Et du coup, j'ai de nouveau accès à la porte. C'est un exemple très bête. Et volontiers le code Cybernet et la 250 francs. Ok. Et ça, c'est la situation que j'aimerais améliorer avec un smart contract. Du coup, on va essayer. On fait un nouveau smart contract qui marche. Et lui, il va voir, Romain, il est en retard. Donc, il va m'envoyer une notification directement. Ensuite, je vais vite payer, parce que faut pas les commis. Le smart contract il va directement voir la transaction, il va voir que j'ai payé, il va me remettre dans la liste des membres, et il va envoyer un payload au Arduino pour me réautoriser au niveau de la porte. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que dans la structure actuelle des smart contracts, c'est pas possible de faire tout ça. Il y a certains trucs qui sont possibles, d'autres qui ne sont pas. Les trucs impossibles, c'est d'interagir avec le monde extérieur, c'est-à-dire d'envoyer un email par exemple. On ne peut pas faire de requête API. Ça c'est pour des questions de vérification en fait. Puisque on peut faire une fois une requête et puis une autre fois ça va pas donner le même résultat. Du coup, c'est impossible d'avoir ce genre de contrats qui sont non vérifiables finalement, parce qu'en le relançant une fois, ça ne donne pas le même résultat. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de random vraiment sur la blockchain Ethereum, où c'est très difficile d'avoir du bon random, puisque toutes les informations doivent être disponibles à un temps A, T, disons, et on peut pas. Du coup, on doit se baser sur ces informations-là pour faire le temps, pour réagir en fait. Et, une façon de contrer ce premier truc où ça marche pas, ce serait d'avoir un contrat qui appelle à chaque fois, enfin pas un contrat, pardon, quelqu'un d'externe qui appelle le contrat, qui lui va vérifier que si je suis laid tout bien pas, et qui va donner une réponse laid tout bien pas,
Et la personne qui appelle ce contrat va envoyer ensuite un email. Mais c'est impossible que ce soit la blockchain même qui envoie. Et le deuxième truc, c'est du coup blockchain non plus qui peut pas, là, parce que de nouveau on ne peut pas interagir avec le monde extérieur. Il y a une façon de mettre les informations sur la blockchain, et c'est via des oracles. On appelle ça des oracles. C'est des personnes ou des programmes qui vont en fait faire des transactions, comme je disais avant, avec comme payload, par exemple, il fait beau aujourd'hui. Et ça, c'est une information du coup, qui va être disponible sur la blockchain, qu'on peut utiliser dans un smart contract. Mais il y a juste un petit problème, c'est que du coup, on transfère le single point of failure sur cet oracle. C'est-à-dire s'il est faux, ou s'il a été hack, comme ça, on croyait pouvoir le trust, mais en fait, finalement, on ne peut pas. Et ça undermine du coup la philosophie de la blockchain où personne ne se trust, une transaction va toujours marcher. Là, en l'occurrence, on va avoir un seul point d'information qui va être l'oracle. Et on ne sait pas si on peut le trust ou pas, on ne sait pas s'il a été hack. Ouais, du coup, il y a un problème au niveau conceptuel. Après, je crois qu'il y a certaines blockchains, je ne me suis pas plus renseigné que ça, qui intègrent les oracles comme étant des first citizens, c'est-à-dire qu'on peut les trust un peu plus. Mais là, en l'occurrence, pour la blockchain Ethereum, on ne peut pas trop. Ça marche pas. Un deuxième truc, c'est la sécurité. Il y a beaucoup de problèmes avec les smart contracts. C'est qu'une fois qu'on les a upload sur la blockchain, on ne peut pas les enlever, vraiment. Ils vont rester là. S'il y a un problème, ce contrat, ben, il va rester avec son problème, jusqu'à ce qu'on puisse envoyer une transaction pour le détruire, mais c'est le seul truc qu'on peut faire, on ne peut pas le corriger. Du coup, s'il y a des personnes qui se basaient avant sur ce contrat, ben maintenant ils sont fichus. Il y a eu un exemple comme ça avec le wallet Parity, un truc comme ça. En fait, il y avait un problème dans le contrat du wallet, et il y a un hacker qui a bloqué du coup ce contrat, et du coup je pense que c'était 100 millions, à peu près 100 millions de francs ont été bloqués parce que les contrats qui dépendaient de ce wallet, en fait, ne pouvaient plus y accéder. Parce qu'il était faux, en fait, il avait été bloqué par le hacker. Il y a aussi des problèmes au niveau du code dans lequel on code ces smart contracts. Il est assez ignoble. Et pour faire des trucs intéressants, il faut utiliser de l'assembleur, en fait, l'assembleur de la blockchain directement dans le code. Et du coup, on voulait un truc qui soit auditable facilement, tout ça, mais on se retrouve avec du vieil assembleur tout pourri. Donc finalement, on n'arrive pas à savoir vraiment ce que ça fait. Il faut décompiler le contrat, puis... C'est l'assembleur de la performance. Non, parce que en fait, le langage au niveau pour créer des smart contracts, il n'est pas assez puissant pour utiliser toutes les possibilités en fait, de la blockchain, enfin, de smart contracts. Du coup, il y a des gens qui hackent un peu ces smart contracts comme étant cet assembleur. Et on se retrouve. Les smart contracts sont pas très longs, en général, c'est une centaine de lignes, jusqu'à un millier de lignes. Et on voit pour les plus gros contrats, ils ont moins d'un millier de lignes. Et en fait, ils ont une valeur dessus, on peut envoyer de l'argent sur ces smart contracts, de plusieurs millions. C'est-à-dire que par ligne, c'est genre abuser la valeur qu'il y a. Donc quelqu'un qui accrée ce smart contract, finalement il n'y a pas beaucoup de lignes de code à lire, c'est pas comme si c'était je sais pas, du Office à voir, tout ça. Ben il ramasse directement le boulot comme ça. Donc c'est difficile de les faire juste, il faut en plus les faire juste du premier coup, parce que s'il est faux, ben voilà, tant pis, il y a plusieurs millions qui peuvent être bloqués ou bien hackés. Il faut penser à tous les edge cases. Par exemple, si on envoie de l'argent depuis le contrat à une personne, en fait, on se dit que c'est une personne.
parce que c'est une adresse comme ça, mais à cette adresse, il peut y avoir un contrat spécial qui lui va prendre l'argent, peut-être le redistribuer à d'autres personnes, ou bien le truc le plus pénible qu'il peut faire, c'est en fait fail. Quand il reçoit l'argent, il fail, et ce qui fait que le contrat qui l'appelle va fail lui-même. Et par exemple, si on a envie d'avoir un contrat qui distribue de l'argent à plein de gens, par exemple un truc de avoir des parts dans une entreprise et puis il y a des dividendes qu'il faut partager et qu'on peut envoyer un peu de ces dividendes à chaque personne, ça se trouve il y a une personne, qu'on croit être une personne qui a un contrat qui va fail et en fait on ne peut plus envoyer l'argent au reste des personnes parce que bah, c'est comme une set faute, ça va directement kill l'exécution du contrat. Et ces contrats sont si difficiles à faire que il y a même des gens qui se sont amusés à faire des honeypots comme contrat en faisant genre que c'est des contrats faciles à hack parce qu'on peut manipuler le random, tout ça. Mais en fait, il est plus compliqué que ça. Et le script qui dit, ou bien la personne qui se dit « Oh, tout coup, je vais trop hack ce contrat », il va mettre un peu d'argent parce qu'il se dit « Ah, je vais tout ramasser en retour ». Et en fait, il s'est fait avoir et puis l'argent qu'il a mis, il disparaît. Donc c'est ce niveau de complexité qu'il faut penser. Après, il y a quelques tools pour interagir avec ces contrats dans un browser qui sont MetaMask et puis JS. Alors ça permet de faire des transactions directement. MetaMask il va juste garder les clés, en fait, ça va être le wallet, il va garder les clés de la transaction. Il va, quand on va essayer de faire une transaction avec Web3.js, il va en fait intercepter cette transaction, puis demander à l'utilisateur le mot de passe, puis pour bien finir la transaction. Et ça c'est juste pour une partie tools. Maintenant on va voir, on peut explorer en fait la blockchain, puisqu'elle est publique, elle est visible par tous. Ouais, Une fois que donc là par exemple c'est sur Etherscan ce qui permet de voir les transactions sur la blockchain. Là j'ai juste regardé une transaction d'une personne. Alors on voit le hash de la transaction, c'est pas super important, ça a été un success. Quel est le bloc dans lequel elle est apparue. Et puis quand elle est apparue, de qui et à qui est la valeur en Ether. On voit qu'il y a une transaction fee que en fait on paye de toute façon. Là on voit d'ailleurs, nous explique, c'est le prix du gaz qui est en fait une espèce de monnaie propre à Ethereum, propre au smart contract, qui est en fait une monnaie alternative, on va dire. Alors il y a le gaz, le prix du gaz, et la nonce, c'est en fait la combienième transaction l'account ici a fait. Regardez d'ailleurs l'account. On peut voir qu'il a 2 Ethers, 2.4 Ethers, qu'il a des tokens aussi, puisque ce qu'on peut faire avec les smart contracts, c'est des contrats de tokens. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez entendu parler des BAT, c'est des Basic Attention Tokens faits par le browser Brave, etc., qui en fait vous paye si vous regardez des pubs, si vous acceptez d'être hacké. En fait, il va vous donner des tokens comme ça. Du coup, ce token-là, il utilise les smart contracts de la blockchain pour être distribué. Parce que finalement, la blockchain, elle marche bien. Du coup, autant l'utiliser pour faire autre chose, transiter autre chose que des Ethers, mais aussi des trucs comme ça, des BAT, il y a aussi les CryptoKitties qui sont des tokens idem. Donc là, on voit un peu ce qu'il a fait. C'est pas super intéressant comme account. Là, on a une transaction de création de contrat. Donc, même style, sauf que c'est une autre personne qui a créé le contrat. Le tout, il n'est pas renseigné. Il va être. En fait, ça va juste donner la valeur où le contrat est stocké. Et là, on va voir
Parce que le contrat, du coup, pour le créer, c'est une transaction spéciale avec un payload. Et ce payload, c'est le contrat, ici il est en binaire, qui est en fait le bytecode du contrat. Donc, une fois votre contrat est en Solidity, il faut le compiler dans ce binaire-là, puis faire une transaction spéciale avec le binaire directement comme ça. Donc on peut aller voir le contrat où il a été déployé. Donc là on voit le contrat dessus, la création du contrat, on voit le code. Et là, pour auditer un code comme ça, c'est pas facile. Du coup, des fois on peut décompiler. Alors ça donne la version en assembleur. On va voir. En même temps, on va voir. Apparemment, c'était juste une fonction CNCoin. Alors, je sais pas du tout ce qu'elle fait, puisque. Donc, ça, c'est pas un contrat super intéressant. Il y a un autre contrat, beaucoup plus complexe. Déjà, on voit dans l'adresse que c'est une adresse un peu spéciale, d'ASIII. Et en fait, c'est possible de miner, en guillemets, pour des adresses, d'aller faire plein de tests de private key, parce que c'est ça qui va déterminer l'adresse du contrat après. Du coup, des gens qui font des millions de possibilités de private key pour essayer d'avoir une jolie adresse comme ça de smart contract. Donc, je sais pas combien ils ont dépensé en computing power, mais. Et on voit que ce contrat il est déjà un peu plus intéressant. Il a 314 Ethers, soit à peu près 79 000 $. Et il y a beaucoup de transactions qui se font. Et en fait, c'est un contrat pour jouer au dé. Et si on ajuste, du coup, on reçoit de l'argent en retour. Et celui-là, il nous a prêté, il était gentil, il nous a donné le code directement. Ce code il doit être vérifié par la blockchain, par le Etherscan, qui va en fait le recompiler et voir si la version compilée correspond à la version qui a été upload. Et si c'est le cas, ben, on va dire que c'est la même chose, parce que sinon on peut donner n'importe quel code et puis dire oui, ne vous inquiétez pas, c'est ce code-là, mais en fait c'est pas du tout ça. Et on voit que c'est un peu quand même pas mal plus compliqué. Je vous parlais de l'assembleur avant. Celui-là, il en a pas mal. C'est pas là, il y a pas de. On parlait de ces gros contrats de coins avant, genre où elles sont plusieurs millions par ligne. À celui-là, il est quand même plus grand en fait que plus long que ces autres contrats. Juste tout ça pour un jeu de dés. Un truc pour vérification, voilà, Verified Merkle Proof. Donc là, on se dit, oh, ça a l'air trop bien fait. Il y a de l'assemblée. On ne sait pas trop ce qu'il fait avec les data, il met des trucs dans le stack. Il shift tout ça. Bon, on va dire qu'on le croit. C'est quand même assez complexe, du coup on va quand même lire les commentaires qu'il y a au début. Et au début ils disent qu'ils ont fait un white paper. Du coup les white papers en général c'est pour annoncer une super idée, genre Ethereum, puis faire un truc scientifique, comme quoi c'est correct et tout ça. Et celui-là, si on va voir le white paper, c'est toujours bien d'être un peu curieux. Mais en fait il fait une page. Et il dit, en gros, c'est un export de leur FAQ. Ils demandent, du coup, dans leur FAQ, on leur demande est-ce que c'est vraiment bien ce que vous faites? Et ils disent oui, ne vous inquiétez pas, on pourrait vérifier le smart contract. Et c'est en gros la seule preuve qu'ils donnent que leur truc est juste, et qu'ils disent oui, vous pouvez regarder ce qu'il y a marqué. Donc, c'est un des trucs qui sort aussi avec ces smart contracts, c'est que c'est hyper facile à faire. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Les gens qui sont devenus millionnaires parce qu'ils ont miné un bon moment ou bien ils ont investi dans les Ethers quand c'était
à 2 francs, puis c'est remonté à 500 francs, 1000 francs. Et du coup, ils vont mettre cet argent un peu partout. Au VOD, par exemple, c'est vraiment super cool, quoi. C'est le casino. On peut se faire encore plus d'argent. Et ben, c'est ce type de contrat qui va ressortir, en fait. Excuse-moi. Ouais. Comment tu fais pour connaître l'existence de ce jeu de dés? Alors, j'ai regardé les transactions qui sont faites sur la blockchain. Et j'ai vu, ah tiens, il y a un truc qui s'appelle DICE, quelque chose, et c'est typiquement le truc difficile à faire, c'est des jeux de dés, des trucs comme ça. Du coup, j'étais intéressé par savoir comment ils avaient fait le random sur la blockchain, tout ça. Et bah, j'ai un peu creusé, puis vu que leur justification c'est juste regarder les smart contracts. Ouais. Du coup, t'as trouvé comment ils font le random? Alors, c'est le truc principal qu'ils font. Du coup, ça marche. Du coup, ça marche avec un oracle? C'est un mix de l'oracle et puis de cette preuve de Merkle Tree. Je sais pas exactement ce qu'ils font, il faudrait regarder vraiment en détail ce qu'ils disent, mais en gros, j'ai l'impression qu'ils ont mis des termes compliqués et puis ils disent regardez, c'est random, c'est super bien fait. Faites-nous confiance. Voilà, faites-nous confiance. Sauf qu'une des solutions qu'il y avait, c'était si quand il y a un nouveau bloc qui est miné, en fait, il va avoir genre un checksum ou un truc Ouais. comme ça, et puis tu peux réutiliser ces infos qu'on n'arrive pas à prédire avant, Ouais. comme espèce d'infos aléatoires. Alors ça, il y a un truc super cool à faire, c'est que si tu as une transaction qui est minée en même temps que tu accèdes au contrat, si tu veux, donc en fait tu vas jouer au dé, et le contrat, il a la même information que toi en tant que transaction. Ce que tu peux faire, c'est créer un smart contract qui va être en fait un proxy. Et tu vas faire une transaction à ce smart contract que tu connais, qui va connaître l'information de la blockchain à ce moment même où il va faire la transaction. Et du coup, il va prédire le random. Et s'il gagne, bah, il fait la transaction pour ce jeu de dés. Et s'il gagne pas, bah, il fait pas la transaction, du coup, il paye rien. Donc en fait, tu peux complètement manipuler la chance. C'est pour ça que c'est super difficile de faire un truc intelligent. C'est que bah, il y a t'es obligé d'avoir l'information. Le contrat a la même information que toi, en fait, quand il est exécuté. Mais, mais en fait, on a vu que le contrat là, il avait 314 Ethereum. Ouais. En fait, ils sont genre, sur le wallet du contrat. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est genre, les bénéfices qu'il a réussi à se faire avec le jeu de dés ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Mais le gars qui l'a créé, il a moyen de récupérer ces thunes? Ouais, alors en fait, tu as des fonctions spéciales. En général, C'est genre, il check si une transaction vient d'un wallet particulier que le sien, qui demande de retirer de l'argent. voilà, en fait, c'est un truc qui s'appelle les modifiers, comme ça, que tu peux ensuite ajouter à tes fonctions. Par exemple, ce modifier only owner, il demande que le sender du message soit l'owner. Et l'owner, il asset, je pense, à la création du contrat. Et ça, c'est un machin de celui du type. Ouais, c'est le truc de modifier. Après, il fait rien tout seul. Et tu vois, tu as les fonctions que tu peux appeler, où tu mets ce modifier qui va en fait faire ce check à chaque fois que la fonction est exécutée. Ok. Sauf que, il y avait eu un de ces gros hacks justement du wallet qui a été écrit par les gens pour écrire Solidity, où en fait c'était simplement qu'ils n'avaient pas initialisé cet honneur dans leur smart contract, Voilà. ils avaient oublié de le faire. Du coup, n'importe qui pouvait arriver et dire ah bah c'est moi le honneur, initialise ça. Et Voilà. Mais du coup, c'est un truc de dé. Si tu disais ouais, que c'est pas tout à fait random, du coup, est-ce qu'on peut. Est-ce que quelqu'un qui trouve. Moi qui arrive à faire ce que tu disais de faire, est-ce qu'il peut prendre la thune ou non, parce que c'est le honneur qui Alors, lui qui pense savoir. En fait, comme c'est un truc de dé, et que tu vas recevoir, toi en tant qu'individu, si tu joues au jeu, tu vas recevoir un truc plus élevé si tu gagnes. Ouais. En fait, tu utilises pas, c'est pas un hack où tu bypasses le only honor. En fait, tu fais juste de jeu au dé, et la fonction de jeu au dé, elle va juste te renvoyer plus d'argent que ce que tu as mis. Ok. Elle peut te renvoyer plus d'argent si elle a assez de fonds. Ouais.
blocage des checkers. Comment ils font pour distribuer ça au public? Est-ce qu'ils mettent ça sur des sites spécialisés Pour qui dire rachètent où est-ce que ça se trouve, Ouais, pour dire que ça existe. c'est une bonne question, peut-être. Est-ce que Ah ouais. il a fait un website, sûrement en Web3 avec Web3.js et puis du coup MetaMask derrière. Et du coup tu dois pouvoir faire ça, ça va appeler tu as dit accès à MetaMask. Et il va faire des transactions comme ça en fait en utilisant la blockchain comme backend plus que ouais, à la base de l'autre. Ça c'est pour les smart contracts, comment on peut aussi interagir avec. Winning chain, c'est vraiment 50%. Ben justement, ce qui fait que tu le crois. C'est marqué. Moi j'aurais mis 60%. Hein. Après, il faut regarder. Voilà, il dit winning bet, du coup, expected value est pas en ta faveur. Mais est-ce que le winning chance est vraiment de 50% ou est-ce qu'il faut aller regarder sur comment il fait son random? Et puis là, tu vois, tu dois. Oui, c'est encodé. Il est encodé dans la page web de 50%. Ça se trouve, moi, c'est. Et. Voilà. Ah non, mais il y a peut-être des semaines en fait. Il y a peut-être des quoi? S'il y a vraiment beaucoup de transactions et qu'il a que, entre guillemets, 314 Ethereum, peut-être qu'en fait c'est 50,00% de win, mais en fait c'est 50,00001. Parce qu'il a l'air quand même de se faire argent. Oui, mais c'est Ouais, mais ça, c'est l'autre valeur. Hein. C'est le truc en dessous. En fait, si tu gagnes, il te donne pas 2 fois ce que tu as mis, mais il te donne 1,6 fois. Du coup, la expected value, c'est comme le casino en fait. Si tu as plus de chances de gagner, comme à C'est pas une raison pour jouer. Hein. D'abord, il faut comprendre le random. Et un autre truc que je me suis demandé aussi en regardant ces smart contracts, c'était comme ça tourne sur un réseau entier d'ordinateurs qui sont en train de miner constamment, je me demandais combien ça coûtait, par exemple, de faire quelques opérations. Alors, pour chaque opération, en fait, on a un coût en gaz qui est donné dans le yellow paper d'Ethereum, qui est en fait ce coût. Et en fait, c'est le coût par. Je vais parler du bytecode, c'est par opération lost bytecode. Et du coup, ça va toujours être le même pour chacune chaque fois qu'on va run le contrat et qu'il prend le même chemin, en fait, ça va être le même coût en gaz. Ce qui va changer, c'est la conversion gaz-ether qui va être déterminée par les mineurs, en fait, pour répondre à la demande. Donc, s'il y a beaucoup de demandes, ils vont augmenter ce taux de conversion pour se faire plus d'argent. Et inversement, s'il n'y a pas assez de demandes, ils vont réduire. Alors, je me suis demandé combien ça coûtait de mettre 1 méga dans un contrat. 1 mégabyte, hein, c'est pas beaucoup. Alors, par exemple, mettre, si j'avais envie d'envoyer à FixMe une preuve comme quoi j'avais payé, et puis ou bien peut-être une signature, comme quoi c'était vraiment moi qui ai payé ce truc-là. Du coup, j'ai fait un petit calcul. Alors, c'est assez long finalement, parce que pour arriver au résultat. Mais du coup, il y a une première étape. Combien de gaz il faut pour mettre 1 méga? Alors déjà, il y a une opération qui s'appelle le store, qui store 256 bits sur la blockchain. Et cette opération, du coup, il faut 32 000 opérations de ces opérations pour stocker 1 méga. Après, cette opération elle a un coût en gaz de 20 000, ce qui nous fait un total de 650 millions de gaz. 65 536, c'est du l'explosion, je sais pas quoi. Ouais, ça c'est vrai. Du coup, il faut autant de gaz pour mettre sur la blockchain. Et
ce gaz, on a la conversion gaz en éther qui est donnée par un site qui s'appelle Ethergas Station. Qui en fait vous donne, pour une transaction, le coût ça va augmenter. Donc là, il y a beaucoup de trucs, ça dépend de la demande, ça dépend de combien de temps on aura d'attente, parce qu'il y a c'est assez complexe en fait. Et du coup, ce truc-là, il nous donne le prix en Ether. Oui. Donc ça fait à peu près 5000 francs pour mettre 1 méga sur la blockchain. J'ai utilisé les opérations telles qu'elles sont données, donc les informations elles viennent de quelque part, elles sont correctes. Mais ça coûte aussi cher que ça de mettre 1 méga en utilisant les opérations de store dans un contrat. Du coup on va dire que c'est parfait pour ça, parce que c'est un peu cher quand même le méga. Mais il y a un autre truc qui est plus problématique, à mon sens, c'est combien de temps, mais surtout d'électricité ça va coûter. Donc, on a des informations sur les blocs, c'est qu'il y a un maximum de 8 millions de gaz par bloc. On ne peut pas mettre plus d'opérations dans un bloc, et on a environ 10 secondes, ça c'est fait par l'aspect en gros d'Ethereum, 10 secondes en chaque bloc. Du coup, on a un petit calcul, il nous faut 82 blocs, ça nous prend 15 minutes pour faire la transaction. Alors, si on fait une bande passante de 10 kilobits par seconde en upload, on se retrouve il y a 40 ans. Et un autre problème, c'est qu'on va utiliser la blockchain pour ça. Pendant 15 minutes, on va en fait utiliser la blockchain intensément. Aucune autre transaction peut passer, puisqu'on va prendre tous les blocs, tout le gaz par bloc. Et un petit calcul, déjà pour se demander combien ça coûterait. Pourquoi est-ce qu'en Suisse on n'a pas trop de mineurs pour Ethereum? C'est qu'en fait ça coûte beaucoup trop cher en électricité. Ce qui fait que le prix pour produire un Ether est plus grand que le prix de l'électricité pour le produire. C'est-à-dire que si on le vend, ben on fait une marge négative et ça ne vaut pas la peine. Ce qui veut dire qu'on peut convertir le prix en Ether qu'on avait avant en prix électricité ici. Et avec ce prix d'électricité, on peut calculer combien de kilowattheure ça fait. Et ça fait à peu près 20 000 kilowattheures pour utiliser la blockchain pendant 15 minutes, pour upload 1 méga. Ce qui est assez pour faire bouillir 12 000 litres d'eau. Donc au niveau de l'énergie, c'est complètement colossal pour 1 méga, on rappelle. Et un problème, c'est que j'utilise le prix de l'électricité en Suisse, mais c'est pas ça qui compte. Les mineurs, ils sont ailleurs dans le monde et on n'utilise pas vraiment la même valeur de conversion. Donc je suis allé chercher mes stats pour l'utilisation de la blockchain Ethereum. Et ce qui est le point important, c'est combien de kilowatts hier ils ont utilisé. C'est plus de 20 millions de kilowatts pour faire tourner la blockchain un jour. Et si on fait un petit calcul, du coup, on a utilisé 15 minutes de ces 20 millions de kilowatts, et en fait ça donne un résultat qui est 10 fois supérieur à celui qu'on a eu avant. C'est-à-dire à peu près 50 000 francs d'électricité, si on prend l'électricité ici en Suisse. Et du coup, au niveau écologique, c'est complètement colossal et aberrant en fait. Voilà pour la minute. On a envie de jouer au nez. Ben ouais. Ce serait intéressant de voir combien ça consomme, mais ouais, dans les plus gros contrats, j'ai vu ils consomment 8% de la blockchain. Du coup, c'est facile de faire un petit ratio pour savoir combien de litres d'eau sont bouillis pour faire tourner en fait ce truc-là. Sinon, il y a des trucs en guillemets cool dans ce qui est tous les concepts autour de la blockchain et de cette blockchain Ethereum. C'est les DApps, qui sont les Decentralized Apps.
En fait, avec ce truc-là, vous utilisez la blockchain pour mettant un back-end et un truc comme IPFS qui est en fait un, du storage qui est distribué. Et en fait, vous pouvez donner une adresse. Vous avez payé pour le storage et puis pour le contrat. Vous donnez une adresse et en fait, cette adresse-là, elle ne pourra jamais tomber, en guillemets, puisque le site qui est stocké dessus, c'est-à-dire le JavaScript, il est stocké par exemple sur IPFS, qui est en fait distribué et répliqué aussi par tout le monde. Du coup, c'est quasiment impossible d'enlever ce qu'il y a dessus. Ça, c'est un concept assez cool, c'est pour faire un site décentralisé sans trop se casser les pieds. Et sinon, je vous ai parlé des tokens là, avant. C'est possible de faire des tokens en utilisant cette solution super adaptée. Du coup, on peut faire un fix me coin comme ça. Et en fait, si j'avais MetaMask installé, je pourrais faire une transaction comme ça qui va en fait créer un contrat de monnaie, enfin de token. Du coup, MetaMask. Et en fait, il me crée le smart contract comme ça, et ensuite je peux l'upload directement et avoir le fix me coin. C'est super, on peut se passer des fix me coin après en payant de l'argent. Et sinon, il y a eu beaucoup de hype au niveau des ICO, et des trucs complètement aberrants. Le créateur de la blockchain, un des piliers de la blockchain d'Ethereum, c'est Vitalik. Et il y a des gens qui se sont dit qu'il avait un peu trop maigre, tout ça. Donc ils ont fait une ICO pour ce Fit Vitalik, qui est en fait pour payer des cours de muscu à Vitalik. Ils ont fait un smart contract comme quoi Vitalik a le droit seulement de retirer 4000 francs par mois pour payer un coach. Et ils ont quand même récolté 33 Ethers, ce qui fait 250 francs l'Ether, ça fait quelques milliers de francs quand même. Pour des conneries comme ça. Donc voilà, c'est un peu l'état du game. Voilà, ça c'est Vitalik. Du coup, ils ont fait un petit programme de Getting in Shape. Et voilà, ça c'est ce qu'on aimerait avoir. Et on remarque que phase 1, du coup, l'ICO, mais en fait, ils ont oublié de le ils ont peut-être ramassé l'argent du smart contract, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Parce qu'il y a clairement, c'est pas la première fois que ça arrive. Et voilà. Si vous voulez lancer votre propre ICO sur le truc de site web, vous avez des idées. Je vous propose ces petits liens qui sont en fait juste pour apprendre à coder les smart contracts et puis un peu l'information autour de la blockchain. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions. En fait, dans les transactions, on peut mettre un payload et il y a une taille maximum ce payload. Bonne question. Parce que la transaction que j'ai prise, sur laquelle je me suis basé à 20 000 pour stocker, c'est pour vraiment prendre l'information et la stocker dans le smart contract. Tu peux aussi stocker de l'information dans des logs qui sont en fait pas lisibles directement par les smart contracts, mais qui sont en fait stockés un peu sur la blockchain. Je me demandais un peu justement si tu pouvais pas mettre ton payload dans une transaction classique et que ton smart contract il aille lire cette ancienne transaction. Oui. Alors, la réponse courte c'est non. Et il me semble que c'est pas possible de lire les logs en fait, parce que ça doit. Attends, voir. Ouais, je pense que la transaction en fait elle va pas utiliser le système de log, mais utiliser le système de store coûteux en fait. Okay. Donc ouais.
après, je me souviens plus exactement. Il y a une limite aussi, mais c'est un contrat, tu ne peux pas lire plus de 256 blocs avant le bloc actuel. Ah, ok. Parce que sinon, ça voudrait dire que tu ne pourrais pas avoir de clients, comme on dit, légers, qui en fait ne téléchargent pas toute la blockchain, mais gardent juste en fait le dernier bloc. Et, ouais, du coup, tu peux stocker l'info, tu peux sûrement la récupérer. Donc, je corrige un peu ma réponse, tu peux sûrement la récupérer, mais jusqu'à 256 blocs avant. Ouais. Mais donc il y a beaucoup de hype autour des smart contracts et là tu as parlé beaucoup des problèmes et des limitations. Ouais. Mais du coup, est-ce que la hype était justifiée et puis est-ce que en fait, c'est juste que si les prémices, ça va se développer en quelque chose d'intéressant ou ça va jamais décoller? Ouais, alors je dirais que la hype était très injustifiée, en fait était plus... Enfin, la hype a été très augmentée par l'attrait en fait, à l'argent. Et les gens qui se sont dit, ah vite, il y a de l'argent à se faire. Ça a aussi attiré pas mal de funding, des VC par exemple, des gens qui faisaient des startups. Je lisais un article d'un gars qui s'est retrouvé assis dans un avion à côté d'un gars qui venait de fonder une startup qui mettait l'intelligence artificielle dans la blockchain. Et en fait, en discutant avec ce gars, il voyait qu'il n'avait pas tout à fait bien compris ce que c'était, et du coup, et il venait de récupérer, je crois, 20 millions, un truc comme ça en funding. Donc c'est complètement aberrant. C'est vrai que c'est un peu comme la bubble de .com. Tous les gens étaient hype pour faire un site web, internet est trop bien. Mais en fait, là on voit que ça redescend pas mal. Il y a eu des crashs de la plupart des monnaies aussi, au niveau de l'argent, parce que ouais, on peut build sur du vent jusqu'à un certain moment, et puis à un moment les gens se rendent compte, et puis et du coup ça tombe un peu. Il y a, pour répondre un peu plus en détail, il y a je pense des use qui sont utilisés comme un système de notariat, en fait, où tu fais une transaction, donc tu peux prouver que tu l'as pas falsifié, que tu l'as fait à ce moment-là. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que finalement, cette transaction, elle va vivre dans tout le système, elle partira jamais. Pour le reste, c'est un peu plus mitigé. Et c'est cool pour prouver que tu avais quelque chose à une date donnée aussi. Enfin, ouais, pareil c'est un petit 1000 € de notariat, mais tu peux dire ouais, j'ai cette photo depuis le 15 août parce que tu regardes en blockchain, j'ai vu la photo dans la blockchain. Ouais. En l'occurrence, tu ne uploaderais pas la photo, parce qu'on a vu la photo. Ouais, mais un hash de la photo. Mais ce qui est intéressant, c'est pour stocker les hashes, en fait. Tu fais une transaction, tu stockes un hash, et ensuite, on va te demander, mais t'es sûr que tu as mis cette photo? Et tu lui dis, oui, regarde, le hash de la photo, il se retrouve dans la transaction que j'ai faite il y a 1 an. Et tu peux pas le fake, en fait, ce hash, parce que normalement, tu peux pas faire un duplicat du hash. Trouver une autre photo qui aurait le même hash. Ouais. Moi j'étais vraiment surpris par le correctif du truc. C'est sur toutes les blockchains comme ça, c'est rare que les blockchains qui se sont mis pour la blockchain. Ouais, alors ce qui coûte cher en fait c'est les mineurs. Parce que quand ils doivent chercher un bloc en fait, et c'est comme si je parlais de ce contrat, ce smart contract où il a miné en fait où il a miné l'adresse. En fait, ce que font les mineurs, ils cherchent aussi des hashes spéciaux. En l'occurrence, des hashes qui ont beaucoup de zéros au début. On peut aller voir d'ailleurs sur la blockchain. Et du coup, ils sont obligés de faire énormément d'essais pour tomber sur ce bloc avec ce hash. Là, on va regarder le bloc. Mais pourquoi ils donnent des haches? Il faut voir. Parce qu'en fait, c'est justement ta blockchain, en fait, c'est le fait qu'il y a beaucoup
travail qui était investi pour calculer ce truc, qui fait que du coup, quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire facilement, ne pourra pas forger ça et réécrire l'histoire de ce qui s'est déjà passé. Je sais pas si tu le vois en fait. Peut-être que c'est un peu différemment. La question, c'est un peu ceux qui commencent par des zéros en particulier. Ouais. Alors en fait, c'est la version simple, les zéros. Là, apparemment, ils font avec autre chose. Zéro, c'est parce que ça permet de définir la difficulté. Trouver un hash, C'est en là fait, que tu tu trouves travailles. les données dont le hash commence par 1-0. C'est assez facile, parce que t'essayes un peu comme ça. Voilà. Et plus tu rajoutes de 0, plus c'est difficile en fait. Ouais, moi j'avais pour un cours créé une blockchain aussi avec un système de minage. En fait, c'est le plus simple en fait de checker les premiers zéros qui sont au début. Là, apparemment, ils font un peu différemment, mais ça reste le même principe. En fait, il faut que le hash réponde à un certain critère, et ce critère, il est sélectionné pour qu'il y ait en gros un bloc toutes les 10 secondes, probabilistiquement. Donc par exemple, si on minait une fois par seconde, on aurait une difficulté de 10 en disant bah il faut on va en moyenne faire 10 essais pour trouver un bloc qui corresponde à cette difficulté. Et là, comme on a beaucoup de mineurs, beaucoup de puissance en fait, de calcul, la difficulté s'adapte pour qu'il y ait un bloc toutes les 10 secondes. Et du coup, les mineurs répondent plus. Et puis, tout ça. Donc il faut dire aux jeunes qui manifestent en Afrique pour protéger le climat qu'il faut aller débrancher toutes les machines et détruire les blockchains. En fait, ce système-là, ça s'appelle Proof of Work. Donc, tu prouves que tu as travaillé dur pour miner, enfin, ton ordi a travaillé dur pour miner. Et en fait, justement, le système qui consomme à mort et tout. Et il y a d'autres solutions qui ont été explorées, qui sont beaucoup plus dures à mettre en place, qui s'appellent Proof of Stake, etc. Moi, je connais pas. Je sais que ça existe. Ouais. Tu sais que tu peux dire là-dessus. S'il y a des gens qui connaissent, c'est cool. Proof of Stake, en fait, c'est des gens qui mettent de l'argent, qui disent ah moi je mets par exemple 5000 Ethers et je veux participer, je veux en fait voter pour un bloc. Et en fait c'est comme ça que les blocs vont être choisis, c'est au hasard parmi les gens qui mettent de l'argent, la blockchain va décider, ah ça va être toi qui vas décider du prochain bloc, et si tu fais quelque chose de faux, ou tu essaies de mettre des transactions qui ne devraient pas être, en fait on va te punir en t'enlevant de ton argent que tu as misé. C'est ça un peu le principe. Après, le problème, c'est qu'il y a des attaques au niveau de ce qu'on appelle le game theory, c'est-à-dire, par exemple, si on donne de l'argent aux gens pour qu'ils votent pour nous, ou bien ce genre de choses, ça fait entrer des paramètres humains en fait, beaucoup plus importants que ce proof of work qui est en fait complètement stupide, qui est juste ajouter de la puissance de calcul. Tu sais où on est à Terra parce qu'ils avaient des plans pour migrer justement en proof of stake, Ouais. partiellement. Alors en fait, ils ont des plans pour migrer, ils devaient migrer en 2016, je crois, comme ça. Et ça a été un peu rallongé. Mais justement, en fait, ils se heurtent à ces problèmes de game theory. C'est pas vraiment réglé. Quoi. Ouais. En fait, t'avais lu le white paper de Yotai, c'est un truc encore complètement différent, non? Je sais pas si tu te souviens, mais... J'avais lu. Je sais plus. C'est vrai qu'elle travaille avec eux. Non, je sais plus si c'est ça, mais je crois. Ah, c'était peut-être pas. C'était. X, quelque chose. Je sais plus, faudrait que je retrouve, mais. Et en gros, ouais. J'ai pas non plus compris en détail le système qu'ils avaient, c'était ni proof of stake, ni proof of work, je crois. Des lumens, non Ouais, je sais. Pardon. Mais ça avait l'air d'être plus quelque chose où il suffisait que tous les membres du réseau soient d'accord, et puis t'avais pas vraiment une espèce de boulot. Voilà, c'est même pas... Mais c'est vrai que c'est un peu un des gros problèmes, parce que le seul truc qui marche actuellement dans toutes ces
Ouais. je sais que le côté aussi, c'est le proof of work, qui est effectivement super gaspilleur. Moi, je crois que c'est effectivement la consommation électrique du Danemark. La blockchain italienne. Bitcoin, je sais pas où ça en est, c'est un plus élevé. Peut-être le jour où ça va remplacer toutes les banques. Donc ça consomme combien? Je pense que tu consommes, si tu comptes tout le système financier globalement, Les gens qui travaillent aussi. Ah ouais, mais Il y a pas beaucoup de gens quand au Danemark. tu crois que ça va. bon, après le truc, On sera tous frappés, les riches dans ce taxe. le truc qui j'ai jamais réussi à comprendre exactement, c'est un peu aussi la relation entre l'énergie qu'on utilise dans ces réseaux. C'est pas, ça va pas être enfin, le nombre de transactions est indépendant de ça, c'est plutôt la sécurité du réseau qui peut dépendre. Et puis après, le truc que je sais pas, c'est les rewards, etc. Elles vont baisser au fur et à mesure. Plus il y a en fait, c'est un truc qui est sur des réseaux. Créer des bitcoins, au début c'était facile, et puis c'est de plus en plus dur. Quoi. Donc du coup, les mineurs, ils vont être de moins en moins intéressés à miner aussi à un moment où les rewards descendent. Quoi. Et puis du coup, bah, est-ce que ça fait que du coup l'utilisation globale d'énergie pour le réseau va avoir tendance à baisser un peu aussi? C'est aussi une possibilité. Quoi. J'ai pas trouvé des prédictions comme ça sur. En fait, ça s'auto-régule du coup. Comme il y a moins de mineurs, du coup, il y a plus de rewards. Ouais, exact. Et puis d'un coup, ça se renivelle. Ouais, mais du coup, régulièrement, ça se divise par deux les rewards. Ouais. Donc, du coup, dans ce cas-là, il y a beaucoup de mineurs, ce sera plus intéressant. Et du coup, est-ce que ça permet de baisser le hash rate du réseau tout en gardant une sécurité raisonnable? Enfin, je sais pas, c'est un peu, ça fait des questions ouvertes, mais pour l'instant, personne ne sait vraiment. On est clairement à un endroit où c'est totalement débile. Si tu comptes les transactions qu'on fait dans le Bitcoin et l'énergie utilisée, c'est complètement débile. Après, comment est-ce que ça évolue dans le temps suivant l'utilisation? Enfin, c'est un peu une question ouest. Ouais, tu voyais ça avec le cours des monnaies quand elles augmentaient ou quand elles descendaient, ben, avec une latence en fait, ça. Exact, plus ça vaut, plus les gens se disent ah bah ça vaut la peine. Ça vaut la peine, et puis d'un coup, donc vraiment c'était pas saturé, mais il y avait beaucoup, et puis du coup t'avais plus de voir. Et d'un coup, quand t'avais la chute, ben, les gens, je pense, se sont débarrassés de leur truc. Et plus gentiment, ça. Ils sont certains que cette division par deux, elle dure pas très longtemps. Quoi, Tu l'as pas déjà eu? il y en a déjà eu quelques-unes. Alors, Il y a c'est fixé dans le temps. Ouais, c'est fixé. Je crois que c'est la prochaine. Une année ou deux. Enfin, oui. Pour un ordre d'idée, il y a combien de transactions en Ethereum par jour? Bonne question, il y a peut-être une question sur si Etherscan. Une année, le 22 mai 2020. C'est pas grave. Voilà, ça c'est pour du coup, presque 1 million de transactions. C'est le nombre de transactions, mais est-ce que c'est. Parce qu'il y avait un prix qui était attaché du coup. Ah là, je vois la montée. Non, c'est le nombre de transactions. Ouais. Là, on voit la montée quand C'est aussi lié au cours en général, parce que plus ça vaut, plus les gens sont intéressés par le truc et du coup font des transactions. En fait, c'est un peu. c'est pas bien l'argent aussi. Je crois que c'était un peu au pic. Janvier 2018. Il devait sûrement valoir autour des 1000 francs, c'est-à-dire le pic de valeur. Le Ethereum, tu dis? Ouais. Pour 1 million. 1 million 300 000. 49 000 au pic, et puis en ce moment, un peu moins d'un million. Ouais.
Enfin, je me demandais parce que vous parliez des banques, j'ai l'impression que 800 000, avec toutes les transactions bancaires dans le monde, ça doit pas être beaucoup. Non. Mais Clairement. le Bitcoin, on dit qu'il scale pas trop parce qu'il peut faire jusqu'à 10 transactions par seconde. Ouais. Ce qui est pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Après, le truc, c'est que vraisemblablement, en fait, c'est aussi super overkill d'utiliser des technologies comme ça pour acheter un café, quoi. En attendant que le monde entier soit au courant pour acheter un café. Du coup, ou ça, ou la prévotation, par exemple. Donc, du coup, il y a pas mal de gens qui ont tendance à dire, oui, bah, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant, mais pour les transactions plus grandes, quoi. Typiquement, genre les transactions de settlement entre banques, par Des exemple, choses des plus choses comme ça. sérieuses, enfin plus Et importantes. puis du coup, tu pourrais avoir des systèmes qui sont vachement plus légers, bah, typiquement Lightning Network sur Bitcoin, par exemple, qui te permet de faire des transactions en direct, hors blockchain. Ouais. C'est sidechain. Ensuite, tu recommites l'état en fait sur la blockchain. Et en fait, ça skip du coup toute la partie où tu faisais des petites transactions comme ça. Ce qu'on va faire, c'est Mais J'ai essayé de trouver des solutions pour accepter des paiements Bitcoin pour le frigo de Fitzroy, mais je crois que c'est la seule chose qui marchait dessus. Et du coup, la conclusion, en gros, c'est à part pour ce que c'est notariat, on n'arrive pas à vraiment faire des. Ouais. À part des gadgets, un peu comme on a vu, il y a rien d'intéressant. C'est en tout cas ma conclusion. Après, c'est ma conclusion pour le réseau Ethereum Ethereum. que je connais mieux. Après, il y a d'autres blockchains qui se basent sur ce système de proof of stake qui sont beaucoup plus légères en fait, à faire. Il y avait aussi les Ripple qui étaient censés être une alternative super rapide et plus centralisée, il me semble, avec des gens qui étaient intéressés à voir. Après, ouais, ça c'est pour les blockchains publiques, du coup, c'est-à-dire où tu ne trustes personne, du coup, tu es obligé d'avoir le système de consensus le plus, pas de preuve, le plus impossible à craquer. Bah, du coup, on pourrait partir sur des versions comme le Ripple ou des choses un peu plus fermées, on va dire dans un cercle fermé. Là, on utiliserait le proof of stake et puis il y aurait une gouvernance, enfin, un protocole de gouvernance qui serait. Là, ça pourrait être intéressant pour mettre des durées, que ce soit de Ouais, par exemple. Comme ça. Je pense que ça a de l'intérêt d'avoir quelque chose de décentralisé où tu peux te connecter sans avoir passer par une banque, tu peux échanger aussi facilement. Mais on voit que l'Ethereum, c'est difficile de dire qu'il est fait pour ça. Un autre avantage, c'est que c'est un paiement qui est plus rapide que les banques. Enfin, si je dois t'envoyer de l'argent par IBAN, c'est bon. Ouais. Thune, ça marche pas sur tous les téléphones. Enfin, à part des solutions qui passent par des entreprises, Ouais. c'est un peu le seul truc. Un truc intéressant, c'est si tu vas vivre dans le pays, à la place de payer des frais de transaction abusés, verser sur ton autre compte, ça va te passer par la blockchain pour quand tu mets prendre de l'argent quelque part puis le ressortir. Un des premiers Bitcoin correspond justement à ces blocages de banques à chiffres. Tous les gens achetaient des comptes à chiffres, il y avait un truc, mais c'est plus sortir d'argent du pays, si tu veux, techniquement. Donc les gens ils étaient passés par Bitcoin pour. J'avais vu aussi un Vénézuélien qui disait que la monnaie du Venezuela était complètement fumée, du coup ils voulaient se faire payer en Ether, qui était moins volatile que les États-Unis. Et je crois qu'ils avaient même monté leur propre crypto qui était basé sur le prix du pétrole ou je sais pas quoi. C'est le gouvernement qui avait. Ouais, il me semble qu'il y avait un machin qui s'appelait le Pétro. Enfin, ça doit toujours s'appeler d'ailleurs. Ouais, je sais pas si ça existe encore plus. J'aurais encore une question. Moi, j'avais entendu pas mal parler dans les smart contracts vis-à-vis de l'industrie 4.0 et de faire des transactions avec tes fournisseurs ou tes clients sans que tu aies d'intermédiaire humain dans cette situation. Et du coup,
Parce que les smart contracts basés sur de la blockchain, c'est adapté pour ça. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont tout à fait aussi sûres et qu'il faut aussi la faire? Dans ce cas-là de transactions avec des fournisseurs et trucs comme ça, où tu peux prouver, enfin tu as envie de prouver que tu l'as payé, tout ça, je pense que ça peut être bien d'avoir une blockchain, tu sais, des bons montants, c'est pas. Mais de nouveau, c'est utiliser la blockchain pour dire ouais, j'ai payé en fait ce montant-là. Et pas. Finalement, c'est pas besoin de smart contracts, enfin de possibilités de smart contracts dans ce cas-là. Ouais, une alternative. Il y a beaucoup de gens qui disent que, dépendamment du use case qu'on aimerait mettre sur la blockchain, finalement, une base de données, c'est pas si mal. C'est ça. Et ouais, il y a beaucoup de use cases que tu peux facilement implémenter avec une base de données. Là, en l'occurrence, avec de l'argent, autant. La blockchain permet de savoir que tu l'as vraiment dépensé, que les transactions sont vraiment passées. Ouais, c'est ça à peu Tu joues maintenant? Ça C'est va. bon? ouais. Paris, surtout, ouais. J'essaie de retrouver un vieux smart contract qui disait Fix me will save the world, thanks to FinTech.